Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mailstock. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Samira Djouhadi. Merci Samira. Merci à vous. Merci en tout cas de passer sur Mailstock. Donc je vais faire une petite introduction de toi Samira pour les gens qui ne nous connaissent pas. Puis après, tu en parleras mieux que moi. Donc Samira, toi tu es une entrepreneuse, alors self-made woman comme je dirais. Tu es donc déléguée générale de la Fondation TF1, présidente de l'agence de communication Nouvelle Cour, cofondatrice de l'association Sport à Vie, présidente de l'association Tous en Stage et présidente de l'association Stop Illettrisme. Donc ça fait quand même beaucoup de casquettes. Ça fait beaucoup, ouais. Maintenant tu t'en rends compte quand quelqu'un le dit. Et du coup, tu as eu plusieurs prix. Tu as été primée Femme de cœur 2014 à la 22e cérémonie d'Avoriaz, il me semble, voilà, des femmes d'or. Et tu viens de recevoir donc la Légion d'honneur. Donc pour les gens qui ne savent pas, la Légion d'honneur, c'est la plus haute décoration honorifique française. Donc, félicitations Samira. Merci. Donc moi, je suis super contente de t'avoir ici sur Mailstock, donc le talk show où on met en avant les entrepreneurs. Et aujourd'hui, on va parler donc de ton parcours, des challenges que tu as pu avoir et que tu as aussi au quotidien aujourd'hui, les conseils que tu peux donner à notre communauté voilà, qui nous regarde aujourd'hui, qui ont plein de projets entrepreneuriaux, qui veulent développer aussi leur business. Donc c'est parti, let's go. C'est parti. Donc Samira, la première question, alors j'ai fait un petit peu des recherches et j'ai vu que les médias, dans certains médias, on te décrit comme étant une boule d'énergie, une tornade. Donc je voulais voir avec toi, est-ce que ces adjectifs te caractérisent? Quand les gens te rencontrent, on dit voilà, souvent Samira c'est quelqu'un qui est très dynamique, tu as la niaque. Alors du coup, notre question c'est de savoir déjà jusqu'où et d'où vient cette énergie, qu'est-ce qui te motive toi au quotidien pour réaliser finalement tout ce que tu as fait aujourd'hui? Je dirais que la niaque, c'est soit on l'a, soit on l'a pas. Je pense que je n'ai pas détecté un jour de me dire je vais avoir une grande motivation pour quelque chose. Je pense qu'après, c'est en fonction de ce qui nous anime, notre engagement personnel, puisque voilà, on ne décide pas un jour d'aller aider les autres. Je pense que ça se fait un peu naturellement, ça se fait aussi de par aussi notre éducation, aussi notre vie aussi durant notre enfance. Je pense que c'est un mélange de tout ça qui fait qu'un peu, à un moment donné, je dirais naturellement, on va vers ou telle voie. Donc effectivement, très tôt, j'ai donné du sens, on va dire, comme souvent certains disent, du sens à ma vie. J'ai compris très tôt que je devais faire partie de ceux qui doivent être un peu le témoin entre différentes personnes pour accompagner, pour peut-être juste mettre sur la voie les personnes parce qu'elles n'ont pas le réseau, parce qu'elles n'ont pas les bons contacts, parce que manque de motivation, parce qu'autour de nous, souvent, on n'a que des retours ou des exemples négatifs. Et donc, on n'aspire pas à se dire ah ben moi, j'ai envie de réussir, ah moi, je réussirai. C'est plutôt une population, en tout cas avec celle que je travaille, qui est plutôt négative, qui a un fatalisme bien ancré dans le cerveau, mais en plus avec des réponses qui sont presque justifiées. Quand on te dit mes parents n'ont pas réussi, mes frères et sœurs n'ont pas réussi, mes oncles, mes tantes n'ont pas réussi, comment moi, autour de toute cette fratrie, je peux réussir? Donc si tu n'as pas la niaque, si tu n'as pas une motivation presque illimitée, en fait, tu ne peux même pas réussir, quoi. Parce qu'il y a trop de négatifs qui emportent le positif pour que quelqu'un réussisse. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a interpellée très tôt, très jeune, dans mes missions, de voir ce fatalisme auprès de ces jeunes, alors qu'il suffit peut-être de les motiver, de leur dire qu'ils sont capables d'eux, l'image de l'autre qui te renvoie que tu es intelligent, que tu es capable d'eux, etc. Bizarrement, il y a une magie qui s'opère et la personne, elle commence à croire en elle, elle commence à se dire ah bah ouais, en fait, moi je peux aussi réussir. C'est pas parce que je suis née là que l'échec m'est collé, etc. Et donc c'est aussi ça qui m'anime, de se dire voilà, moi j'ai peut-être un peu plus d'énergie, on va dire, que les autres. Eh je la mets à profit de jeunes pour leur dire, voilà, il faut réussir, il faut se battre. Rien n'est facile, ça c'est le cas pour tout le monde. Mais à un moment donné, peut-être que pour certains, il faut se battre un peu plus parce que on part de zéro. Quand tu es adulte et que tu pars de zéro, c'est beaucoup plus compliqué que quand tu es né et que tu es élevé, éduqué par des personnes, des parents qui vont t'informer régulièrement, te cultiver régulièrement, te donner tout ce qu'il faut pour bien grandir et surtout pour avoir un peu, tous les codes de notre société pour bien réussir. Quand tu n'as pas ça très jeune, forcément tu vas les acquérir beaucoup plus tard, mais beaucoup plus tard c'est beaucoup plus difficile, quoi. Donc c'est aussi ça qui m'anime au quotidien, moi.
Et du coup, effectivement, alors pour les gens qui ne connaissent pas, donc tu es né à Aubervilliers, donc tu as grandi en banlieue. Et souvent, tu dis que c'est une chance d'avoir grandi en banlieue. Est-ce qu'aujourd'hui, pour les gens qui nous regardent, en quoi aujourd'hui grandir en banlieue, c'est une chance selon toi? Alors, effectivement, c'est quelque chose que je dis souvent, parce que souvent, dans la bouche de ces jeunes, parce qu'on est né en banlieue, ben, c'est égal à échec tout de suite. Tout ça parce que la banlieue a une connotation négative, que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, les adresses qui vont pas bien, etc. dans un CV. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, tu te dis, mais comment c'est possible qu'on me colle un territoire à mon avenir, à mon expérience, etc. C'est complètement décorrélé et pourtant, dans la discussion des jeunes, c'est souvent ça qui est collé. C'est d'abord le territoire, c'est d'abord de se dire, bah, parce que j'habite en banlieue, que je ne pourrais pas réussir. Et effectivement, ce que je dis très souvent, c'est parce que j'ai grandi en banlieue, parce que ça n'a pas toujours été facile, parce que bah, quand tu habites dans une cité, que voilà, tu es confronté à toutes ces problématiques de cité. De toute façon, il y a deux solutions. C'est soit ça te renforce, soit ça te tue. Et quand ça te renforce, eh ben, tu te rends compte qu'en fait, tu te crées naturellement une espèce de carapace pour te protéger parce que tu as vécu des choses peut-être très jeunes que tu n'aurais pas dû voir, tu n'aurais pas dû vivre, etc. Et donc ça, si tu prends les choses d'un côté très positif, eh ben ça te renforce. Et en étant adulte, bah forcément, tu es déjà préparé peut-être à des choses qui vont t'arriver, mais toi, tu les as tellement vues jeunes que du coup, tu étais renforcé. D'ailleurs, souvent, je dis que ces jeunes qui vivent dans les quartiers, souvent, je les nomme des caméléons. Oui, parce que souvent, ils sont capables de s'adapter aux situations, mais parce qu'ils ont vécu des choses qui leur ont permis de s'adapter à ces situations. Et souvent, je leur dis à ces jeunes-là que dans le milieu professionnel, c'est des personnes comme ça dont on a besoin. Des personnes qui sont capables, en fonction du lieu, de la situation, de s'adapter aux nouveaux codes, aux nouvelles manières de faire, au langage, etc. Tu peux parler wesh-wesh dans ta cité sans problème, mais quand tu es dans l'entreprise, tu n'as pas à montrer que tu sais parler le wesh-wesh parce que d'abord, on n'en a rien à faire. Et puis surtout, c'est une manière pour toi de se dire « Waouh, je sais m'adapter en fonction du public que j'ai en face de moi ». D'où la force des banlieues, parce que voilà, c'est là où tu es obligé de survivre, entre guillemets, parce que les situations font qu'à un moment donné, bah, tu dois t'adapter. Tout à fait. Et du coup, toi, en grandissant, finalement, ça a été quoi ton déclic? C'est à quel moment, peut-être un épisode marquant, où tu t'es dit, non, bah, il faut que moi, je prenne en main les choses, il faut que je change les choses. Quel a été le déclic, en fait? Le déclic, c'est quand j'étais professeur de sport et que j'ai enseigné, que je me suis retrouvée avec des jeunes qui, justement, dans leur, je dirais, vision professionnelle, était une vision qui était très limitée parce que, avec tout ce que j'expliquais tout à l'heure, dans le sens où ils ne peuvent pas réussir parce qu'ils sont dans des quartiers, etc., ça m'a un peu chagrinée en me disant, mais comment c'est possible, quoi? Comment c'est possible qu'à cet âge-là, déjà, ils te disent qu'ils ne peuvent pas réussir alors que leur vie est encore devant eux et qu'ils sont encore tout petits, etc. Et c'est là où un jour j'ai décidé d'arrêter d'enseigner et de se dire, bah voilà, je vais monter une structure associative. C'est là où j'ai créé Sport à Vie pour me dire, bah voilà, je vais montrer à ces gamins qui sont compétents, je vais leur montrer qu'ils sont intelligents, je vais leur montrer qu'ils sont capables d'eux, à travers d'un projet collectif, sportif, parce que le sport, ça fédère, le sport, ça permet voilà, de travailler ensemble, etc. Et donc leur dire, bah, voyez, même à 14 ans, vous êtes capable d'apprendre ça, vous êtes capable de faire ça, etc. Et quand tu as montré ça à un gamin qui a 14 ans, et encore par ricochet à leurs parents, qui souvent sont des parents qui sont démissionnaires dans le système éducatif pour plein de raisons, à la fois parce qu'ils ne savent pas bien s'exprimer, donc ils n'osent pas aller voir le professeur de peur voilà, d'être montré, etc. Il y a plein de raisons pour ne pas suivre son enfant. Et nous, on a vu bizarrement qu'à travers mes projets à Sport à Vie, les parents étaient hyper présents. Alors, je me dis, c'est pas possible, quoi. Pourquoi ils sont hyper présents avec nous, alors que dans le système scolaire et avec qui les profs nous travaillons, nous disent, mais nous, on les rencontre, on n'arrive pas à les voir. Et là, ils sont présents. Et là, ils sont présents pourquoi? Parce que c'est concret, parce qu'ils se projettent à travers leurs enfants. Quand nous, on les emmène au bout du monde et qu'on sait que les parents n'iront jamais dans ce pays-là parce qu'ils n'ont pas les moyens,
parce que c'est pas des pays sur lesquels ils rêveraient d'aller, etc. Et à travers leur enfant, eh ben, ils rêvent. Et à travers leur enfant, c'est un peu une fierté de se dire, au moins, il y a un enfant, notre enfant, qui pourra vivre cette aventure-là. Et on voit bien, les gamins, ils grandissent intellectuellement, ils grandissent parce qu'on les responsabilise, parce qu'on leur dit qu'ils sont capables. Et là, bizarrement, un gamin qui, soi-disant, ne savait pas faire, là, il se retrouve à parler le coréen, alors que tout le monde me dit « Mais Samira, ils savent même déjà pas très bien s'exprimer en français, en anglais, alors t'oublies. » Et là, tu es en train de me dire que tu vas leur apprendre le coréen parce qu'ils vont partir à Séoul, vivre la Coupe du Monde. Eh bien, par magie, ça marche. Ça marche parce qu'il y a un objectif, parce qu'on a donné du sens à leur apprentissage. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. C'est comment donner du sens à un apprentissage, parce qu'à un moment donné, malheureusement, on ne peut pas mettre tout le monde dans les mêmes cases. Exact. Il y a des enfants à qui, tu le mets dans un système scolaire et il roule tout seul et il apprend et il n'y a pas de souci, il y a zéro problème sur toute sa période d'études. Et puis il y en a d'autres qui sont brillantissimes, mais parce qu'ils ne rentrent pas dans la case, ils deviennent un échec scolaire. Mais ils ne viennent pas un échec scolaire, en fait. C'est un échec du système, pas de la scolarité. La scolarité, tu le mets dans un autre cadre, le même gamin va apprendre. Mais peut-être qu'il a besoin d'apprendre différemment, parce qu'il n'a peut-être pas les mêmes outils, parce qu'il a peut-être, lui, développé une autre manière d'apprentissage qui n'existe pas dans notre système éducatif et qu'aujourd'hui on ignore et qui l'empêche à lui de réussir dans le système classique. Voilà. Et c'est tout ça qu'on essaye, nous, à travers Sport à Vie, de faire révéler pour montrer et à ces gamins et à leurs parents qu'ils sont capables d'eux. Exactement. Et du coup, il y a un autre aspect, donc on en a parlé, tu es délégué général de la Fondation TF1. Oui. Alors moi, du coup, cette anecdote-là, je ne sais pas si des gens ont regardé un peu tes interviews, mais du coup, tu racontes aussi, il y a beaucoup de storytelling, où tu racontes justement ton ascension pour aller, du coup, parler aux dirigeants, je crois, à l'époque. Exactement, le président de TF1. De TF1, est-ce que tu peux nous rappeler, nous raconter un peu en condensé cette histoire-là, parce que je trouve qu'elle est hyper inspirante, ça montre aussi beaucoup tes qualités. Est-ce que tu peux revenir un peu sur comment tu as réussi à décrocher ce rendez-vous, et s'il y a d'autres gens qui aujourd'hui se disent, qui tout bête, mais j'ai envie de trouver un nouveau client, cette personne-là me répond pas, toi tu as continué à frapper à cette porte-là et finalement elle s'est ouverte. Est-ce que tu peux nous raconter ce petit épisode ? Alors effectivement, donc pour rebondir sur Sport à Vie, forcément il faut des sous, forcément pour emmener des gamins en Corée, ça demande de l'argent. Alors moi je suis pas héritière, j'ai de l'énergie mais j'ai pas d'argent. Donc, du coup, il faut trouver tous les aspects qui vont faire que ce projet va se financer. Et c'était en 2000, on ne parlait pas encore diversité, on ne parlait pas d'Internet encore, les réseaux sociaux encore moins, etc. C'était le début de l'ère Internet. Et effectivement, je me mets bien en tête. Alors, à l'époque, je ne pensais pas que j'étais visionnaire. Aujourd'hui, je peux le dire. Je me mets bien en tête de me dire, tiens, un de mes premiers financeurs, ça va être TF1. Je vais aller taper à la porte de TF1. Alors, je ne connais personne, j'ai aucun contact. Donc, j'y vais au culot. Et pourquoi juste tu penses à eux ? Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, à travers notre association, à la fois, on faisait des ateliers de reporters en herbe et en même temps, on allait sur les grands événements sportifs et TF1 a, pendant très longtemps, a acheté les droits des grands événements sportifs. Et puis, l'audiovisuel, c'est son corps de métier. Donc, j'étais en adéquation complète avec l'entreprise, avec ses valeurs et puis ses métiers aussi. Donc, je me mets bien en tête de rencontrer le président de l'époque en me disant, voilà, je vais aller le rencontrer, je vais le convaincre qu'il a tout intérêt à financer mon association parce qu'elle donne du sens à son entreprise et aussi peut-être demain à son image, qui sait. Et effectivement, comme je veux voir que le président, donc je me mets aussi des objectifs qui sont un peu très élevés, mais c'est ce que j'aime aussi. Et là, je me mets à appeler tous les jours le secrétariat de ce président pour avoir mon rendez-vous. Donc, et là, j'appelais tous les jours, pendant 6 mois, j'ai appelé à la même heure, à chaque fois, avec la banane jusqu'ici au téléphone, en disant, c'est pas grave, madame, je rappellerai demain, c'est comme le Petit Prince, je reviendrai demain. Mais elle ne me croyait pas, elle se disait, je ne sais pas jusqu'à quand elle va arrêter, parce que là, franchement, on ne sait même pas si le président il va la recevoir, quoi. Donc, une première fois, elle me dit, il vous propose de rencontrer un tel. Je dis, non, mais madame, moi, je veux rencontrer personne. Le seul que je veux rencontrer, c'est le président. Après, il n'y a pas de souci, je rencontrerai qui il voudra. Mais avant, je voudrais le rencontrer. Alors là, elle se dit, allez les gonfler. Bref, au bout de 6 mois, je finis par avoir un rendez-vous. Alors elles étaient hyper ravies de m'appeler pour m'annoncer que j'allais avoir un rendez-vous parce qu'elles étaient témoins de mes appels quotidiennes. Et là, elles me disent, voilà, vous avez un rendez-vous, Madame Jouadi. Donc là, j'en tombe les bras. Et là, je me dis, écoute, il va falloir y aller maintenant. Donc, je me présente au rendez-vous. Et là, bien entendu, parce que là, je comprends qu'en fait, le rendez-vous, c'était plutôt pour le plier
appeler qu'autre chose, pour que j'arrête d'appeler. En rentrant, il me dit, madame, j'ai 10 minutes à vous consacrer. Je lui dis, ça tombe bien, j'en ai pas plus pour vous. Et là, il se dit, mais c'est quoi cette folle dingue? Donc, je rentre dans son bureau et finalement, on reste 1h30 à échanger. Parce que d'abord, au bout de 5 minutes, j'avais vendu mon projet et j'avais tout ce que je voulais. Et après, ça a été des échanges sur sa curiosité sur la banlieue, sur aussi voilà, ce qu'on doit faire, comment l'améliorer, etc. Parce qu'en tant que chaîne de télé, en plus, c'est vraiment des questions qui étaient préoccupantes et qui les intéressaient, etc. Mais comment tu as réussi à le convaincre en 5 minutes? Parce que je pense que c'est pas le projet qui l'a intéressé. Je pense que c'était ma force de conviction de se dire, elle n'a pas lâché, la nana. Ça fait 6 mois qu'elle appelle. Elle vient devant moi alors que j'ai une réputation de pas très sympa. Elle vient, elle se démonte pas. En plus, j'essaye de la déstabiliser en lui disant que j'ai que 10 minutes. Elle me répond, moi aussi j'en ai que 10. Donc le mec, il se dit, punaise, j'ai une nana qui se laisse pas faire et qui se bat, même pas pour elle. Elle se bat pour les autres, quoi. Ouais, donc après, t'as beau être un président, t'es quand même un humain. Hein. Ça, il faut qu'on se le dise tous. Oui, ok, on a des fonctions, etc. Mais il ne faut pas oublier que derrière ces costumes et ces casquettes, on est des êtres humains. On a sûrement ou pas des enfants. Et souvent, d'ailleurs, un dicton que je dis souvent aux gens, pour enlever le stress et la peur de l'autre, ma mère me disait toujours, n'aie peur de personne, il fait la même chose que toi aux toilettes. Hein. Quand tu as compris ça, tu te dis, en fait, il est comme moi. Il est humain. Alors oui, il est président. Parce que, voilà, mais à un moment donné, est-ce que ça nous empêche de nous battre, d'être convaincants, etc. Et donc, je pense que c'est ça qui l'a impressionné. Et d'ailleurs, qui m'a été confirmé quelques années plus tard, puisqu'il me l'a dit. Et surtout, ça s'est transformé par un jour où il me débauche. Parce qu'il se dit, avec toute l'énergie qu'elle a et toute la conviction, demain, elle va nous vendre de la pub aussi facilement que n'importe qui, quoi. Et je pense que c'est ça aussi, c'est à un moment donné de jamais lâcher. Parce que oui, c'est dur, oui, c'est difficile de se prendre des murs, des fenêtres, des noms et à répétition, etc. Mais quand le oui, il arrive, parce qu'il finit par arriver, parce que je pense que, après, c'est à quel rythme, voilà, la patience. Moi, j'ai attendu quand même 6 mois pour avoir un rendez-vous. J'aurais pu ne jamais avoir de rendez-vous aussi, quoi. Et je pense que ça nous apprend la patience aussi, quoi. Et je pense que la patience, c'est aussi le mot-clé de tout ce qu'on pourrait entreprendre. C'est à un moment donné, voilà, si ça ne se transforme pas tout de suite, c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Il faut continuer à œuvrer, continuer à rencontrer du monde, surtout dans ces activités d'entrepreneuriat où on est amené à rencontrer énormément de monde. Souvent, je dis, sur 10 personnes que j'ai rencontrées, finalement, il y en a une avec qui ça s'est transformé. Mais il a fallu voir les 10 pour que ça se transforme. Et ça aurait été trop facile si du premier coup, on réussit. Et je dirais, on prend encore plus de plaisir quand on a vécu l'échec. D'ailleurs, moi, je le dis souvent, et en France, c'est vu un peu comme quelque chose de très négatif quand on a eu des échecs, quand on a fermé notre boîte, quand on n'a pas réussi quelque chose, alors que de l'autre côté de l'Atlantique, c'est comme des cicatrices, ça reste à vie. Et au contraire, ça montre le côté niaque de la personne qui n'a pas lâché, elle est tombée, elle s'est relevée comme un sportif, etc. Ça, au lieu que ce soit valorisé en France, c'est plutôt vu négativement. Ouais, alors que c'est quelque chose qui doit être hyper valorisé, quoi. Quelqu'un qui ferme sa boîte, il la ferme pas de plein gré, il la ferme pas sans qu'il y ait eu une conséquence même personnelle. Mais repartir après ça, c'est hyper valorisant parce que tu dis, ok, ouais, je suis tombée, je peux pas tomber plus bas. Maintenant, je me relève. Et comment je fais pour me relever? Et ça, c'est l'état d'esprit du sportif. Hein, quand tu arrives à une compétition que tu fais et que tu arrives au podium et finalement, au lieu de monter sur les 3 premières marches, tu es le 4e. Mais la pire des places, c'est le 4e au final. Hein, parce qu'il est là, il arrive derrière le 3e et il ne sera même pas récompensé, etc. Et pourtant, il repart à l'entraînement et il se remonte et il repart et il s'entraîne et il refait des compétitions pour réussir. Eh bien, c'est le même système, quoi. Il ne faut jamais baisser. Si ça n'a pas marché avec l'un, il faut repartir avec l'autre et toujours repartir avec la banane parce que ça nous renforce. L'échec, c'est que du positif sur une réussite, mais en général, il faut attendre quelques années pour s'en rendre compte et de se dire, bah ouais, en fait, heureusement qu'il m'est arrivé ça
parce que j'ai pu accueillir différemment les choses après. Et d'ailleurs, justement, est-ce qu'aujourd'hui, quand même, avec tout ce que tu as créé, donc maintenant tu es délégué général, est-ce que maintenant il y a les portes s'ouvrent plus facilement pour toi, ou est-ce que tu as encore des portes qui se ferment quand tu vas demander des choses? Aujourd'hui, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu as encore finalement des challenges, quoi, Alors, des challenges, il y en a toujours, et moi, c'est ça que j'aime. Moi, ce que j'aime, c'est quand c'est compliqué, quand c'est difficile, quand on me dit non et que finalement, ça se transforme, etc. Alors bien entendu, là je vous parle 20 ans après, j'ai créé un réseau, j'ai créé aussi une petite notoriété autour de moi parce que ce que j'ai mis en place, ça s'est transformé et qu'il y a eu du résultat. Donc forcément, là je repars pas du même niveau qu'il y a 20 ans. Mais je continue à me battre pour des choses que soit je mets en place, soit des trucs que je dois relancer, etc. Mais c'est ça aussi le challenge, c'est de se dire on n'a jamais rien gagné, quoi. Sinon, si tout était acquis, d'abord, je pense qu'on n'aurait plus la même niaque, on n'aurait plus la même envie, et peut-être voire même on changerait parce qu'on rentrerait dans une espèce de routine qui, moi personnellement, me tuerait, quoi. Donc voilà, et il faut toujours se battre. Pour moi, rien, mais vraiment rien n'est acquis. Je continue à me battre comme si j'étais la première débutante et qu'il fallait convaincre la personne pour soit l'embarquer dans mes projets, soit m'aider, soit accompagner quelqu'un, etc. Et ça, je pense qu'on n'arrête jamais. Et tant mieux, parce que c'est ce qui nous fait vibrer aussi. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait vibrer. Et est-ce que tu te considères comme étant vraiment une entrepreneuse? Toi, c'est quoi en fait finalement, si tu devais te décrire à quelqu'un quand on te dit Samira, voilà, c'est une entrepreneuse? Est-ce que l'entrepreneuriat pour toi, c'est quelque chose que tu as construit au fil du temps? C'est quoi ton regard en fait sur l'entrepreneuriat? Moi, je le dis très souvent, je dis que je suis une entrepreneuse dans le milieu associatif parce que en fait, tout ce que j'ai mis en place, je l'ai imaginé, créé, mis en place et cultivé pendant des années, etc. Donc, c'est exactement le même rôle qu'un entrepreneur, sauf que voilà, moi, j'ai pas d'activité commerciale là-dedans, mais je dirais c'est même pire parce que comme je dis souvent, moi, je vends du vent, quoi. Je vends du vent, donc il va falloir convaincre quelqu'un qui je vais lui dire mais je vais rien te donner mon gars, juste voilà ce que je suis en train de mettre et je te demande de m'accompagner parce que tes valeurs sont les mêmes que les miennes. Donc c'est encore plus compliqué, puis le milieu associatif fait souvent peur parce qu'on ne sait pas si les gens sont sérieux, etc., etc. Donc c'est encore plus difficile. Mais moi, c'est ça que j'aime, c'est entreprendre, me dire, voilà, on est parti sur une feuille blanche parce qu'il y avait une problématique, puisque moi, je pars souvent d'un problème de société qui n'est pas résolu et de se dire, bon, il y a bien une solution pour répondre à ce problème. Donc, je pars d'une feuille blanche et puis après, je fédère autour de moi parce que moi, j'adore fédérer les gens autour de moi, les entreprises sur un projet commun parce que je pars du principe que c'est ensemble qu'on peut réussir, c'est ensemble qu'on peut, en tout cas, donner de la puissance à un projet et ensuite, on le lance, quoi. C'est le dernier projet que j'ai lancé, c'est Tous en stage sur les stages de 3e, où on part d'une feuille blanche il y a 5 ans avec 5 entreprises. 5 ans après, on est 130 boîtes. Donc ça montre bien l'engouement et voilà, même moi, je suis dépassée par le succès de ce projet-là, parce que je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'entreprises qui adhéreraient à notre action, etc. Mais parce que, voilà, on a répondu à une problématique, on a répondu à une inquiétude à la fois des entreprises, à la fois des établissements scolaires et du gouvernement. Et tout ça a fait qu'à un moment donné, peut-être qu'on a trouvé la bonne formule qui va à tout le monde. Par contre, dans l'associatif, il ne faut pas avoir d'ego, quoi. Je veux dire, si tu as de l'ego, il faut arrêter de faire de l'associatif directement. Parce que moi, il n'y a rien qui m'appartient. Voilà, je suis contente d'avoir contribué à une réponse à une problématique, mais en même temps, moi toute seule, je ne peux rien faire, quoi. S'il n'y a pas tout ce monde qui est autour d'un même projet, on ne peut pas réussir. Et puis après, la réussite, elle est collective, quoi. Ouais. Et ça, c'est important. Tout à fait. Et du coup, tu l'as mentionné donc, à plusieurs fois. Donc, c'est vraiment le réseau. Là, aujourd'hui, tu t'es construit un réseau. On sait aujourd'hui l'importance de l'entourage et de se construire un réseau. Quels sont tes conseils pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, qui se disent, voilà, il faut que j'ai 2-3 contacts qui peuvent m'aider? Comment est-ce qu'ils peuvent se construire un réseau concrètement? Est-ce qu'ils doivent envoyer des messages, je sais pas moi, sur LinkedIn? Comment tu conseillerais aujourd'hui à un jeune de construire son réseau? Par où est-ce qu'il faut commencer? Alors, le réseau, il est important et moi, je le dis très souvent à nos jeunes, c'est ça qui va faire que vous allez transformer, qui va faire que vous allez évoluer, etc.
effectivement, cette génération, on a toute la chance d'avoir les réseaux sociaux que nous, on n'a pas connus. Moi, ma génération, elle n'a pas connu les réseaux sociaux. Mais effectivement, il faut être partout dans les réseaux sociaux. Il faut être sur LinkedIn parce que c'est d'abord un réseau qui est hyper fiable. Et bien sûr, on n'a que des professionnels. Et je pense qu'il faut vraiment bien le manipuler et l'utiliser. Parce qu'à travers, moi je sais que j'ai plein de demandes à travers ce réseau social et qui me permet de contacter des gens que je ne connais pas, que j'accompagne, etc. Donc ça, c'est important. Et effectivement, en dehors des réseaux sociaux, il faut aussi participer à des forums, à des rencontres, à des colloques, parce que c'est là aussi où on va rencontrer les personnes en chair et en os qu'on va pouvoir aborder. À des soirées, moi, combien de fois je suis invitée à des dîners de gala, et à chaque fois, je me dis, oh là là, je préfère rentrer chez moi qu'aller passer la soirée alors que j'ai passé la journée. Et alors j'y vais parce que voilà, je fais toujours honneur quand on m'invite. Quand je rentre chez moi, je suis super contente parce que je me dis, punaise, heureusement que j'y suis allée. Parce que cette personne, je ne l'aurais pas rencontrée en dehors de ce cadre-là. Donc voilà, parfois, il faut prendre sur soi. Ça empiète parfois dans nos vies privées, etc. Mais c'est toujours au profit de ce qu'on veut apporter, de ce qu'on veut mettre en place, etc. C'est aussi des sacrifices, entre guillemets, qui font qu'à un moment donné, ça peut transformer dans nos activités, dans nos business, etc. Super, merci beaucoup Samira. Ma dernière question, ça va être un peu par rapport à tes projets futurs, à ta vision. Où est-ce que tu te vois dans les 10 prochaines années à venir, là ou bien à court terme finalement, c'est quoi tes projets dans les différentes associations dont on a parlé ou même dans le cadre de la fondation? Alors mes projets, moi, à court terme ou à long terme, franchement, j'en sais rien. Ah, ok. J'en sais rien parce que je ne me suis jamais projetée. Voilà, je me suis jamais projetée parce que je pars du principe que, d'ailleurs, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est toujours grâce à une rencontre, grâce à quelqu'un qui m'a coopté ou qui m'a emmené vers cette voie-là, etc. Donc j'ai rien dessiné. Si on m'avait dit qu'un jour je travaillerais à TF1, j'aurais dit jamais de la vie. Si on m'avait dit que je dirigerais une fondation, j'aurais dit impossible. Donc voilà, donc c'est plein de choses comme ça qui font qu'à un moment donné, moi je me suis jamais projetée, donc j'avance en fonction de ce qui se passe et ce qui m'anime, et à partir de là, voilà, s'il y a des opportunités pour moi, je les saisirai au bon moment et quand il faudra, etc. Super, merci beaucoup Samira, je te propose qu'on passe au Merci. Melt Talk Challenge. Allez. Let's go. Donc c'est 3 questions, enfin 3-4, ça dépend, qui n'ont pas forcément un rapport avec ton quotidien. Mais justement, c'est de savoir un petit peu, qu'est-ce que Samira fait justement dans son temps, si tu en as du temps libre. Quelle est l'activité à laquelle tu t'adonnes, quand tu as un peu de temps libre, c'est quoi toi, ton passe-temps, on va dire? Alors, mon passe-temps, c'est aller faire du sport. J'adore faire du sport. Okay. Donc, après le boulot, alors je m'entraîne dans une salle de fitness, mais aussi, depuis cette année, je fais de la boxe. Que j'ai découvert, que jusqu'à maintenant, je détestais. D'ailleurs, j'interdisais mes filles d'y aller, de s'inscrire à la boxe quand elles me disaient « je vais aller à la boxe ». Hors de question que vous allez à la boxe. Et donc, cette année, grâce à un ami qui m'a traîné un jour dans une salle, depuis, j'adore ça et j'essaye d'y aller régulièrement. Et je trouve que, d'abord, c'est un sport, pourtant j'en ai fait des activités sportives, c'est un des sports les plus ingrats qui peut exister, tellement c'est difficile, quoi. Ouais. Voilà, c'est très cardio, c'est très physique, etc. Mais en même temps, quand tu ressors d'une salle de sport, waouh, t'es encore plus, plein d'énergie, etc. Donc, c'était ma belle découverte de cette année. Trop bien. Tu as un emploi du temps avec toutes tes activités, j'imagine que c'est compliqué de s'organiser. Est-ce que tu peux nous partager ton meilleur tips, on va dire, pour organiser ta journée? Comment tu fais toi pour la gestion du temps? Alors, ma gestion du temps, d'abord, je suis très, très, très organisée, sinon je ne ferais pas tout ce que je fais. Ça, c'est clair. Après, j'essaie. Alors, l'avantage de tout ce que je fais, c'est que toutes mes activités vont dans le même sens. Okay. Voilà, j'ai pas un truc qui est le jour et la nuit, qui n'a rien à voir. Tu te retrouves dans une réunion qui n'a rien à voir avec l'autre, etc. Donc, en fait, je sais pas comment j'arrive à m'arranger, mais tout est bien imbriqué, qui fait qu'à un moment donné, je suis toujours dans le cadre de mes actions, de ce que je porte, de mes valeurs, etc. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis impliquée dans beaucoup, beaucoup de structures, parce qu'elles ont toujours le même point commun,
qui est l'entraide des autres, qui est l'accompagnement des jeunes, etc. Et du coup, j'y trouve un sens qui est beaucoup plus simple. Et puis, je m'organise entre, bien sûr, à la fois ma vie professionnelle et ma vie personnelle, parce que pour moi, c'est important aussi. Oui. Ma famille, voilà, pour moi, ma famille, c'est mon pilier. Hein. Sans ça, je pense que je marcherais un peu d'une manière bancale. Donc voilà, c'est ça aussi qui me donne ma force. Et puis mes enfants ont grandi avec toutes mes actions, donc ont toujours connu leur maman faire plein de choses, ainsi que leur papa aussi, parce que tous les deux, on est portés et animés par tout ça, quoi. Trop bien. Une application que tu utilises au quotidien, tu ne peux pas te passer de cette appli? Ça va être, je vais dire, Facebook, c'est ma génération, nous les anciens, parce que les jeunes, Facebook, c'est mort. Ouais. Donc voilà. Alors Facebook et LinkedIn, parce que c'est là où je communique et je raconte un peu tout ce que je fais dès qu'on a des interventions. Voilà, je fais partager au maximum, à la fois pour donner aux gens qui me lisent de faire aussi. Et d'ailleurs, souvent, j'ai des témoignages de personnes qui m'écrivent en me disant « Vous m'avez donné envie ». Eh bien, si j'ai donné envie, je pense que le message que je voulais passer est vraiment passé. Voilà, donc l'idée, c'est de partager un maximum tout ce qu'on fait au sein de la Fondation, mais aussi au sein de toutes les autres associations. Trop bien. Le trait de caractère chez quelqu'un que tu détestes le plus? Ce que je déteste le plus chez quelqu'un, c'est les mesquins. Ah ouais, je déteste ça. Voilà, ça je peux pas. Autant le jaloux, je me dis, s'il est jaloux de moi, c'est que je fais quelque chose de super. On peut pas être jaloux de quelqu'un si on n'apprécie pas ce qu'il fait. Hein. Donc ça, j'ai éliminé les jaloux en disant, au contraire, continuez à être jaloux de moi parce que ça voudrait dire que ce que je fais, je le fais bien. Par contre, les radins, les mesquins, voilà, ceux qui sont là et qui payent jamais, ça je peux pas. Ça je peux pas. Quoi. Ça je peux pas. Okay. C'est plus fort que moi ça. Très bien. Donc là, on est fin 2019. Est-ce que tu peux peut-être nous partager la rencontre de l'année? Est-ce qu'il y a une personne que tu as vue en 2019 qui a marqué cette année pour toi? Ou un moment ou voilà. Sur cette année 2019, alors un moment qui m'a marqué il n'y a pas longtemps, effectivement, c'est ma remise de la Légion d'honneur par mon président. Donc ça m'a permis aussi de rencontrer de manière plus intime mon président de TF1, Gilles Pélisson, pour échanger voilà, sur mon parcours, mon histoire, et puis le fait que ce soit lui qui me la remette. Voilà, pour moi, c'était important déjà, parce que d'ailleurs, quand j'ai appris que j'avais eu cette Légion d'honneur, ça a été la première personne qui j'ai pensé, parce que d'abord, pour moi, TF1, c'est TF1 qui m'a énormément apporté, hein, même si c'est moi qui ai été la fondatrice de cette fondation, elle appartient quand même à un groupe, elle ne m'appartient pas à moi. Et il a toujours été là, quand il a été nommé il y a 4 ans, à soutenir cette fondation. Donc voilà, pour moi, c'était presque logique que je lui demande à lui de me la remettre pour remercier un peu cette entreprise de m'avoir portée. Et c'est vrai qu'on a passé un moment extraordinaire. Je pense qu'on a été émus et l'un et l'autre par cette remise. Voilà, pour moi, c'est un moment important, même si on n'attend pas après des reconnaissances. Moi, j'attends après aucune reconnaissance. Mais voilà, d'être reconnu et de dire, voilà, que ce que tu fais, ça a du sens, eh ben, ça, en tout cas, personnellement, moi, ça m'encourage à continuer à en faire encore plus. Super. Sur cette belle note, nous allons conclure l'épisode. Merci beaucoup, en tout cas, Samira, d'avoir partagé ton parcours avec nous. Merci à toi. Hyper inspirant. J'espère que vous aussi, chez vous, qui nous regardez, ce parcours vous a vraiment intéressé. N'hésitez pas, du coup, comment est-ce que les gens peuvent faire pour te contacter s'ils ont des questions? Viens LinkedIn, Samira Djouadi. C'est moi qui réponds, c'est moi qui gère, donc il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, super. Donc voilà, vous savez aussi comment contacter Samira si vous avez des questions. Et moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode de Melstock. À très vite.